Bonjour, alors je ne sais pas s'il y a des gens en direct ou pas encore. Voilà, je vois qu'il y a une personne qui vient d'arriver. 3 personnes, bonjour. Bonjour. Bonjour Nanou, bonjour Hello. Bon, je vois qu'il y a toujours des gens fidèles. Bonjour Lisa, comment ça va? On va attendre que des gens arrivent. Bonjour. Bonjour Patricia, on va attendre que des gens arrivent. On va vous laisser un peu arriver. Coucou Aliou, comment ça va? Bonjour Thomas, on va vous laisser arriver. Voilà, que vous soyez quand même quelques-uns. Coucou Elodie. Bonjour Claude Raouz, comment ça va? Eric, bonjour. Bonjour Kamel, j'espère que ça va. On va, euh, on va doucement vous laisser arriver. Je vais vous expliquer un peu dans le détail. Je sais pas, est-ce que vous m'entendez bien? Déjà, Thomas dit bonjour à tout le monde et il a bien raison. Bonjour Frédéric, est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour Audrey, que j'ai pas vu aujourd'hui. J'ai besoin que vous me disiez si vous m'entendez bien. J'ai peur d'avoir des problèmes techniques. Allez, impeccable. Bonjour Corinne. Ok, Aliou, j'ai compris. Donc je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé aujourd'hui. Comme je l'ai fait la semaine dernière, je vous avais dit qu'on ferait un live jeudi dernier, pensant que le maire de Marseille ferait une nouvelle fois une commission, une réunion de crise autour de la situation du coronavirus à Marseille jeudi. Il se trouve qu'il ne l'a pas faite et qu'il a souhaité repousser cette commission à aujourd'hui. Ce qui fait donc la deuxième commission faite à Marseille autour de la crise du coronavirus. Vous le savez, moi je regrette cette régularité. Je considère et j'estime que dans la deuxième ville du pays, on a besoin de se réunir beaucoup plus souvent. On fait face à des phénomènes particuliers, on fait face à une situation particulière dans cette ville. Et bien évidemment, on a besoin de se réunir beaucoup plus souvent et beaucoup plus fréquemment. Pourquoi? Parce que c'est une ville pauvre, c'est une ville qui fait face à des difficultés particulières, c'est une ville où la complexité du territoire, où la réalité du corps social sont telles qu'elles nécessitent une prise en compte des aspects très spécifiques de la ville de Marseille, des aspects sanitaires, je vous en ai parlé. Et je trouve que d'ailleurs sur cette question, la ville de Marseille a fait quelques avancées, mais elles sont extrêmement timides. On fait face aussi à des enjeux sociaux très particuliers. C'est une ville qui à la fois a une très grande précarité, une très grande pauvreté, mais a aussi une industrie et un tissu économique qui lui aussi est en train de faire face à d'immenses difficultés. On a obtenu, et vous le savez, du maire de Marseille un certain nombre, non pas de victoires, parce que je n'ai pas du tout envie de crier victoire, ni de dire que ce sont des victoires, mais on a obtenu de manière collective les politiques, la société civile, les citoyens, les bénévoles, les associations qui se sont mobilisés. On a obtenu de la ville de Marseille la réouverture de la cantine centrale, c'est-à-dire de la cantine de la Sodexo. Vous le savez, pour ceux qui le savent, excusez-moi, mais je préfère être didactique, pédagogique. À Marseille, il y a une cantine centrale qui fabrique chaque jour 50 000 repas. Ce sont les repas qui sont donnés aux élèves du premier degré, qui sont les élèves de la ville de Marseille, dont la ville de Marseille a la charge. Elle avait fermé au lendemain du confinement, cette cuisine centrale. On s'est aperçu que ça a créé des dégâts sociaux sans précédent. Et donc on a été un certain nombre à demander, à écrire, à réclamer la réouverture de la cuisine centrale. Elle a été réouverte, elle va être réouverte, vous imaginez le temps qu'il faut, le temps qu'on a perdu, même si ces choses-là ne sont pas simples, le temps qu'il aura fallu pour réarmer, pour réouvrir cette cuisine centrale, pour que la Sodexo, dont je vous rappelle quand même au passage qu'elle bénéficie de 150 millions d'euros d'argent public pour pouvoir accomplir cette délégation de services publics. C'est le plus grand marché au monde pour la Sodexo, c'est son plus gros marché et c'est le plus grand marché de restauration collective dans le pays. Très bien, je ne vais pas entrer dans la polémique. La cuisine centrale est réouverte. Les cuisiniers, les cuisinières de la Sodexo vont reprendre le travail dans quelques jours et vont livrer 5000 repas. On a aussi obtenu l'ouverture, trop peu bien sûr, de 2 gymnases afin de permettre aux personnes qui sont en situation les plus précaires, les plus difficiles, de trouver un abri, de trouver un endroit où pouvoir avoir du répit, tout simplement se laver, pouvoir avoir accès à des points d'eau, à des produits de première nécessité. Seulement 2 à Marseille, c'est bien trop peu. C'est beaucoup trop peu, bien évidemment.
on a encore une fois demandé au maire de Marseille de continuer à trouver des lieux et à réouvrir. On a obtenu un certain nombre d'avancées, bien évidemment pas assez. Se pose encore aujourd'hui la question des masques, la question des tests à grande échelle, la question des masques jetables, la question des masques réutilisables. On y viendra, j'ai fait plusieurs propositions. Et j'attends d'ailleurs toujours ces avancées-là. Le maire de Marseille a fait le choix, mais je le respecte, c'est son choix. C'est pas ce que j'aurais fait moi, en tout cas pas dans ces conditions-là. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne fallait pas le faire, mais en tout cas pas comme ça. Le maire de Marseille a fait le choix aujourd'hui de faire une commission spécifique autour de l'économie. Et il a fait le choix de considérer que la question économique à Marseille, les enjeux économiques qui sont liés à la crise qu'on va vivre, sont des enjeux qui concernent en premier lieu l'industrie du tourisme. Et donc, c'est aujourd'hui les hôteliers, c'est l'Office du tourisme, mais aussi, bien évidemment, l'UPE et le président de la Chambre de commerce qui était convié à cette réunion. Avait été convié à cette réunion, était présent à cette réunion le maire de Marseille, son directeur de cabinet, le directeur général des services, le directeur général adjoint des services, son directeur de cabinet adjoint. Il y avait la présidente du conseil départemental, Martine Vassal. Il y avait Stéphane Ravier pour le Front National, Yves Morenne pour le groupe majoritaire, moi-même pour l'opposition de gauche. Il y avait le président de la Chambre de commerce, il y avait le président de l'UPE et ensuite des représentants des syndicats hôteliers, de l'Office du tourisme. Il y avait l'amiral du bataillon des marins-pompiers et Julien Ruas. Moi, je regrette que le maire de Marseille ait fait le choix de ne pas inviter les syndicats de salariés, les syndicats de travailleurs. J'ai aucun sujet, bien évidemment, que les syndicats patronaux ont à être là. On parle d'économie, on parle de la question de la crise, mais on a aussi des salariés qui sont, comme les patrons, tout autant attachés à leur outil de production, à leur entreprise, à l'endroit où ils travaillent. Le choix qui est fait d'avoir fait cette réunion autour du tourisme me paraît improbable. Non pas que l'industrie du tourisme ne soit pas touchée, bien au contraire, elle va être violemment impactée, violemment touchée, et c'est en soi d'ailleurs une spécificité, mais on aurait dû et on aurait pu commencer par bien évidemment d'autres sujets. Aujourd'hui, les salariés qui, à Marseille, travaillent dans le tourisme, c'est à peu près 2% de l'ensemble des salariés à Marseille. C'est pas négligeable, mais c'est pas la totalité de ces salariés. Pour tout vous dire, et j'entrerai après dans le détail des propositions qu'on a pu faire, avant de commencer cette réunion, moi j'ai voulu rappeler un certain nombre de choses qui ont été aussi rappelées d'ailleurs par la présidente du département, par le maire de Marseille, mais la situation telle qu'elle est aujourd'hui fait que je vous disais qu'on est la ville la plus testée au monde en taux de Marseillaises et de Marseillais. Aujourd'hui, l'IHU, les CHU, la PHM ont à peu près fait 100 000 tests. On considère qu'il y a à peu près 75 à 80 000 Marseillais qui ont été testés, à peu près 10% de la population, c'est considérable. Il n'y a pas d'autre endroit au monde, déjà, quand on était 2,5 à 3% de la population testée au Covid-19, on était la population la plus testée au monde. Aujourd'hui, bien évidemment, on a explosé les compteurs, on est à 10%, on est donc une ville particulièrement testée. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, ce qui m'importe, ce qui m'inquiète, c'est notre capacité à être déconfiné. On a aujourd'hui, ce qu'on n'avait pas la dernière fois, une date, le 11 mai. Le gouvernement a fait le choix de déconfiner les Français. On ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, le 11 mai. Dont acte, on prend cette date-là. Moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas le conseil scientifique. Si les scientifiques ont donné, j'attends de lire l'avis, ont donné leur avis positif afin qu'on puisse déconfiner les Français le 11 mai, afin qu'on puisse faire entrer les élèves dans les classes, et vous allez voir où je veux en venir et vous allez voir quel est le lien avec l'économie. C'est au président de la République qu'il appartient d'avoir fait ce choix, et ce choix, il a besoin de l'assumer. J'espère qu'il va l'assumer. Or, nous, ville de Marseille, face à ce choix, on doit prendre nos responsabilités. N'attendons pas tout de l'État, tout ne viendra pas de l'État, et dans cette situation, même si les services de l'État, même si les services de la préfecture, pour beaucoup d'entre eux, ont travaillé de manière admirable, et je veux leur rendre hommage, j'ai trouvé le préfet particulièrement absent. J'imagine qu'il a fait travailler ses services. Mais nous, ville de Marseille, moi élu, moi conseiller départemental, moi candidat, moi citoyen, je n'ai pas vu le préfet, je ne l'ai pas entendu. Et j'attends donc de la ville de Marseille d'être au rendez-vous de ce déconfinement. Or, pour se déconfiner, au-delà de la question économique qu'on va aborder, on a besoin de quoi? On a besoin d'avoir des masques dans des quantités considérables. On va faire sortir la population.
On ne va pas faire sortir que les soignants, mais vous vous souvenez que je vous avais indiqué toute la difficulté pour les soignants d'avoir accès à des masques, que ce soit des masques chirurgicaux ou que ce soit des masques réutilisables. Imaginez la difficulté pour des Marseillaises et des Marseillais qui vont se déconfiner de pouvoir trouver des masques. Aujourd'hui, j'attends des réponses. Le maire de Marseille m'a assuré ce matin qu'on aurait 1 million de masques. 1 million de masques, ça va nous faire tenir 10 jours, pas plus. Et après, on a besoin d'avoir d'autres masques. Il me dit, oui, mais ce sont des masques réutilisables, des masques qui sont lavables. Dont acte, j'attends de voir. Je crois que dans ce million de masques, il y a des masques chirurgicaux. Bien évidemment, la ville de Marseille, aujourd'hui, n'a pas 1 million de masques lavables, n'a pas 1 million de masques réutilisables. Et pour cause, on a fait un certain nombre de propositions. J'ai été contacté par des entreprises du territoire dont je vous ai parlé la dernière fois, qui fabriquent des masques. Et je vais vous raconter une anecdote qui éclaire l'urgence et la difficulté de la gestion d'une ville et le besoin de... C'est pour ça que je vous disais qu'on a besoin de se réunir souvent et que la cellule a besoin de se réunir souvent pour prendre des décisions extrêmement rapides. J'ai été contacté par une amie qui m'a dit je suis moi-même en contact avec une entreprise qui fait de l'imprimerie, qui a une imprimerie 3D et qui propose au territoire marseillais, mais je vous en ai parlé la semaine dernière et je vais vous montrer à quoi ça ressemble, et qui propose de livrer tout de suite, dans la semaine, à la ville de Marseille, 75 000 masques de protection. Ce sont des masques, vous allez voir à quoi ça ressemble. Des masques de protection qui permettent évidemment de protéger toute la journée, qui sont lavables et qu'on peut désinfecter assez facilement. Elle peut les déployer dans la semaine. Elle a besoin, cette entreprise a besoin d'une réponse extrêmement rapide. C'est une entreprise de Simiane, mais d'autres le font. J'ai pris contact avec cette entreprise. La personne m'a envoyé à la maison un échantillon, un masque pour regarder comment ça fonctionne. Je l'ai fait passer au maire de Marseille. J'ai montré un peu comment ça fonctionnait. On a regardé comment ça pouvait se passer. Tout ça est très compliqué parce que évidemment les services nous disent « Oh là là, c'est très difficile. Le payeur ne voudra pas payer. Il va falloir entrer dans un système d'appel d'offres extrêmement compliqué. » Qu'est-ce qui se passe entre-temps? On met une semaine à répondre. J'ai l'entreprise hier. Elle me dit « Je ne peux plus te donner 75 000 masques. Je ne peux plus t'en donner que 20 000. Je ne peux plus vous les faire à 4 €. Je peux vous les faire à 5,50 €. On a donc perdu, et on n'a toujours pas commandé, on a donc perdu une capacité, nous, de commander 55 000 masques en une semaine, et on a perdu plus d'1,50 € par masque. Voilà ce que coûte le manque de réactivité dans une collectivité territoriale. Je ne veux pas incriminer cette collectivité. La ville de Marseille, elle ne se bouge pas aussi facilement que ce que peut le faire Saint-Vallier. J'ai un ami à moi qui est maire à Saint-Vallier qui a commandé ces masques. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Donc c'est livré comme ça, c'est super facile. Ça fonctionne comme ça. Vous allez voir, c'est un système extrêmement simple. Donc là, vous avez le mode d'emploi qui est livré. À l'arrière, vous ne l'avez pas sur celui-ci, mais il y a le mot du maire, le mot de qui le commande, hein, c'est très simple. Vous avez le masque en 3 parties. Vous allez voir comme c'est tout bête, comme c'est tout simple. Mais aujourd'hui, pourquoi les prix ont augmenté? Parce que les matières premières ont flambé, parce que le prix des matières premières la semaine dernière, c'était déjà plus le prix des matières premières de ce matin, et ce ne sera pas le prix des matières premières de demain. Donc on a l'imprimante 3D nous fait ça, nous donne une feuille en plastique transparente qu'on place ici. Voilà, je ne sais pas si vous le regardez. Je ne vais pas le faire, mais enfin il faut une seconde, hein, vous avez compris. Ça fonctionne comme ça. Ça se met comme ça. Voilà, ça se met comme ça. Et ça reste comme ça toute la journée. Et ça donne une protection supplémentaire. Ça, si on fournit ça à nos agents, si on fournit ça, bien évidemment, aux soignants, si on est capable de fournir ça au plus grand nombre, par milliers, on sait qu'on aura une protection supplémentaire. Bien sûr avec des masques, bien sûr avec du gel hydroalcoolique, et je vais revenir sur toutes ces questions. On a besoin justement d'être à l'offensive. Tout à l'heure, je vous disais le 11 mai. Donc de quoi on a besoin pour le 11 mai? D'avoir testé le plus grand nombre de gens possible. Les gens ont besoin de savoir s'ils sont positifs ou pas pour retourner travailler. Aujourd'hui, on va faire sortir des gens comme ça, à l'aveugle. Les gens ne savent pas s'ils sont positifs, ne savent pas si les collègues de travail sont positifs. Vous le savez, il y a des gens qui ont à la maison des personnes fragiles. Je comprends que des gens ne veuillent pas sortir, je comprends que des gens ne veuillent pas amener leurs enfants à l'école. C'est pour ça que, pour le 11 mai, j'ai demandé au maire, en priorité, de mobiliser toute la force de frappe
toute la force de frappe de la puissance publique, municipale, départementale et métropolitaine, si la présidente du conseil départemental y est d'accord. Toute la force de frappe. On a besoin de mobiliser nos milliers d'agents autour du 11 mai. Ça commence par quoi? Ça commence par l'école. Je souhaite que tous les agents ATSEM soient mobilisés, toutes et tous testés. Aujourd'hui, ils ne le sont pas, alors que les que les agents demandent des tests. Beaucoup de villes ont testé leurs agents, pour l'instant ce n'est pas fait. Le maire de Marseille m'a assuré ce matin que ce serait fait, je l'attends. On n'a qu'à réouvrir, on a un centre de vaccination à 100 mètres de l'IHU, on le réouvre, on a des médecins à la ville de Marseille, salariés de la ville de Marseille, on a des infirmières salariées de la ville de Marseille, on peut leur fournir ces masques, on peut tester nos 12 000 agents, on peut faire un appel à candidature, toutes celles et tous ceux qui veulent aujourd'hui reprendre le travail, et ils sont nombreux, et ils sont dans la nature, parce qu'on en a perdu la trace pour la plupart d'entre eux. Je ne veux pas, bien évidemment, trop tirer sur l'ambulance, parce que la ville, et en tout cas les agents, ne le méritent pas, et je veux leur rendre hommage, parce qu'ils demandent à reprendre le travail. Il y a des agents qui sont dans des services qui aujourd'hui n'ont pas d'utilité sociale, qui disent « je veux aller au SAMU social, je veux aller dans les écoles, je veux aller faire du renseignement, de la pédagogie envers les parents ». Donc on mobilise tous nos agents, on mobilise les agents du département, on mobilise les agents, bien évidemment, de la métropole, et on les met tous au travail autour de la réouverture des écoles. On ne peut pas réouvrir les écoles si on n'a pas des milliers d'agents dans les écoles, si les consignes de sécurité ne sont pas respectées. Toutes les écoles désinfectées, le maire en a pris, bien évidemment, l'engagement. Il a aussi pris l'engagement que toutes les mesures sanitaires seraient prises, c'est-à-dire il ne peut pas y avoir un point d'eau défectueux dans une école. Il ne peut pas y avoir un sanitaire qui ne fonctionne pas dans une école. Il ne peut pas y avoir une école sans que devant chaque classe, devant chaque salle, le gel hydroalcoolique ne soit là, sans que les gants ne soient présents, sans que les masques ne soient présents. C'est la seule condition, c'est la condition sine qua non pour que la reprise puisse se faire. Moi, je ne veux pas entrer dans le débat de savoir si le 11 c'est faisable ou ça n'est pas faisable. C'est un débat que je ne peux pas trancher. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas ministre de l'Éducation nationale et je ne suis pas président de la République. J'ai un avis, il est pour l'instant extrêmement partagé autour du 11. Par contre, j'ai une certitude absolue. C'est que si, et seulement si, tout est prêt, j'accepterai la réouverture des écoles de la ville de Marseille. À partir du moment où le personnel est formé, où il est traité, où il est testé, où toutes les mesures de sécurité sanitaire sont prises, on pourra commencer à réouvrir les écoles. Et c'est à partir de là que le déconfinement se fera correctement. Vous connaissez l'état des écoles de la ville de Marseille et c'est pour ça que je suis très inquiet. Et j'ai eu ce discours de vérité avec le maire de Marseille. Parce que ce n'est pas mon intérêt de taper là-dessus, de taper sur le maire dans cette situation. Je lui ai dit ce que je suis en train de vous dire. Monsieur le maire, cette question, elle est centrale. Pourquoi? Parce que les écoles, c'est la honte de la République. Et on le sait. Vous avez pris un retard considérable, ce n'est pas le moment de le juger. Or, aujourd'hui, on a cette responsabilité. Il nous reste moins de 20 jours pour essayer de savoir quelles écoles on va réouvrir en priorité, comment on va les réouvrir. Il nous reste 20 jours pour montrer toute la dignité qu'on veut et qu'on a voulu mettre autour de cette question de la réouverture des écoles. On le sait, si des journalistes cherchent des couacs, ils risquent de les trouver à Marseille. Si des journalistes, mais pas que, cherchent des difficultés autour de la réouverture des écoles, ils les trouveront à Marseille, si on n'a pas pris la peine de se retrousser les manches, si on n'a pas pris la peine d'y mettre tous les moyens. Et je ne veux pas cet état de fait, je ne veux pas ce procès d'intention. Je veux qu'on ait, pour une fois, cette nécessité, cette dignité. C'est extrêmement important. Je vous ai parlé des écoles et je vous disais que toutes les conditions doivent être réunies, mais pas que. La ville de Marseille, elle a besoin d'acheter ce million de masques et ces masques pour que les Marseillaises et les Marseillais qui vont reprendre le travail puissent le faire dans de bonnes conditions. On a besoin de réouvrir nos services publics dans de bonnes conditions. Or, aujourd'hui, je suis particulièrement inquiet. Alors, si vous êtes d'accord, mais vous me dites si vous êtes d'accord, je vais essayer de me connecter pour essayer de regarder un peu les questions qui sont là. Bon, voilà, vous avez
commencer à me poser des questions. Je vais commencer à y répondre et ensuite, une fois que j'aurai commencé à répondre à vos questions, je vais vous développer les propositions qu'on a pu faire. J'ai JP Laurent-Duc qui me pose une question et qui me demande ce que c'est que l'UPE. L'UPE, c'est l'union patronale, c'est le MEDEF en fait. Et donc le MEDEF était présent ce matin. Moi, ça ne me dérange absolument pas qu'il y ait le MEDEF dans des réunions. Le MEDEF, il représente les patrons. Ce qui me dérange, c'est qu'on ait oublié les syndicats des travailleurs, les syndicats de salariés. Et ils ont leur place tout autant que moi, tout autant que le MEDEF, tout autant que les personnes qui ont à discuter des conditions et de la situation absolument apocalyptique à laquelle il va falloir qu'on s'attende. Il faut qu'on se dise les choses. On ne se fait pas plaisir. On n'est pas en train de faire un conseil spécial économie. On n'est pas en train de dire, tiens, qu'est-ce qu'on devrait faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'économie aille mieux? On est en train de poser les bases de ce qui va être en réalité une des conséquences, la conséquence la plus dramatique. Moi, je ne sais pas comment va tourner, bien évidemment, la crise sanitaire. Je crois qu'on s'éloigne d'une pandémie mondiale qui va faire des millions de morts. Je l'espère, en tout cas, j'en sais rien. Moi, je ne veux pas vendre la peau de l'ours, bien évidemment, avant de l'avoir tué. Je crois que les conditions sanitaires sont aujourd'hui, de manière très objective, en train de s'améliorer. Il faut bien évidemment continuer à tenir les efforts. Pourquoi ça marche? Pourquoi ça s'améliore? Parce qu'on tient fort la distanciation sociale, parce qu'on a des services de santé au top, parce que nous, à Marseille, on a une assistance publique qui fait honneur à notre ville, on a des personnels soignants qui font honneur à notre ville, parce qu'on tient le confinement et parce qu'on reste à la maison. Sinon, bien évidemment, l'épidémie aurait flambé et on aurait des dizaines de milliers de morts dans le pays, des centaines de milliers de morts, des millions de morts au niveau du continent. Pourquoi est-ce qu'on arrive à endiguer l'épidémie? Parce qu'on a des personnels soignants à qui on doit rendre hommage et parce que, et je veux aussi rendre hommage à l'immense majorité des citoyens, chacun tient la barre, chacun fait des efforts, chacun est à la maison. Et donc je crois que va s'éloigner le spectre d'une pandémie mondiale et d'une crise sanitaire qui ressemble à la grippe espagnole, qui ressemble à la peste noire. Je pense qu'on n'en est pas là, je crois qu'on n'en est plus là, surtout si on tient bon. Par contre, on sait qu'on va avoir des conséquences sociales absolument énormes. On a déjà des conséquences sociales qui font que cette crise sanitaire s'est transformée en crise sociale pour les plus faibles, et ça a été immédiat, en crise humanitaire d'ailleurs pour les plus faibles. Je vous ai parlé de la situation dans les quartiers dans lesquels je fais de la politique, le deuxième et le troisième, mais pas que, où là on a une crise humanitaire, où on a des milliers de personnes qui sont en situation de précarité, qui sont en situation d'urgence absolue. Je vous ai parlé des besoins vitaux en eau que des personnes qui sont à la rue ont. Mais on a, et vous le comprenez très bien, des entreprises qui ne vont pas réouvrir. On a des millions de personnes qui sont en chômage partiel dans le pays. On a des centaines de milliers de personnes qui sont dans une situation aujourd'hui particulièrement difficile dans la ville de Marseille. Et nous ne savons pas dans quelle situation on va se retrouver à la sortie. On sait que, je vous prends ces questions-là parce qu'elles ont été traitées ce matin, aujourd'hui on estime que chez les restaurateurs et chez les cafetiers, 40% des entreprises risquent de ne pas réouvrir. Est-ce que vous imaginez ce à quoi ça correspond? Est-ce que vous imaginez si on fait la translation sur le tissu économique? Je ne pense pas que ça puisse être 40%, mais encore une fois, on a des pans entiers de l'économie qui vont être touchés. Est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a des chefs d'entreprise, des salariés, des collaborateurs, des stagiaires, des gens qui sont précaires, des gens qui ne le sont pas, qui vont être déclassés, qui vont perdre leur emploi, leur entreprise, des gens qui avaient fait un prêt pour s'acheter une maison, des gens qui étaient des acteurs économiques, des gens qui étaient des salariés, des citoyens, simplement, qui vont se retrouver du jour au lendemain dans une situation de précarité. C'est pour ça qu'on a besoin, c'est pour ça qu'on a besoin de comprendre ce qui est en train de se passer devant nous. C'est pour ça qu'on a besoin de pallier à l'urgence. Qu'est-ce qu'on peut faire immédiatement? Qu'est-ce qu'on doit faire immédiatement? C'est quoi le moyen terme? C'est quoi le long terme? Ça, pour l'instant, on n'a pas encore cette vision. Et encore une fois, c'est ce que je dis au maire de Marseille, c'est pas en se voyant une fois tous les 15 jours, en se racontant comment on va, en se racontant nos idées que ça va marcher. On a besoin d'avoir un tableau de bord quotidien. Ça va, bien évidemment, et j'insiste là-dessus, des masques jusqu'à qu'est-ce qu'on fait pour les cafetiers, qu'est-ce qu'on fait pour les commerces, qu'est-ce qu'on fait pour les grandes entreprises. Oula, faible connexion, je ne sais pas si vous m'entendez. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait pour tout ça?
Donc, c'est des questions qu'on a besoin de se poser. Donc, j'ai digressé parce que je vous ai parlé de l'UPE. L'UPE, c'est le MEDEF. Donc, oui, les chefs d'entreprise ont toute leur place, mais évidemment, les représentants des salariés ont toute leur place. Et moi, je regrette que le maire de Marseille ait fait le choix de regarder la question de la crise économique par le bout de la lorgnière du tourisme, même si, bien évidemment, je considère que c'est un vrai problème. On a des pans entiers du tourisme et de l'économie qui vont s'effondrer, puisque, évidemment, c'est des entreprises qui vont reprendre bien après le 11 mai, mais pas que. Il y a d'autres entreprises qui ont besoin de, bien évidemment, toute notre attention. Et donc, je regrette et je demande au maire de Marseille, encore une fois, de faire venir l'État dans ces réunions qui n'y est pas, de faire venir la région et le président Renaud Muselier qui n'est pas là. C'est lui le chef de file en matière économique, il n'est pas là. Est-ce qu'il n'est pas invité? Est-ce qu'il ne veut pas venir? Enfin, moi, je m'en fous des bristoles d'invitation. Je me fous de savoir qui invite qui. Les gens doivent être ici en responsabilité pour pouvoir rendre des comptes et pour pouvoir faire des propositions. Elisa me pose une question. Bonjour, pour la reprise de l'école le 11, vous en pensez quoi? Comment gérer les gestes barrières? Merci. Alors, ouais. Ben, moi, je vous l'ai dit, je suis très partagé sur la reprise du 11. Je ne suis pas membre du conseil scientifique, je ne suis pas virologue, je ne suis pas infectiologue, je ne suis pas médecin, je ne suis pas chercheur et je ne suis pas président de la République. Je ne suis pas ministre de l'Éducation nationale jusqu'à preuve du contraire. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on n'est pas prêt. Je crois que la ville de Marseille n'est pas prête pour réouvrir les écoles le 11. Je pense qu'elle le sait. Je crois que le maire de Marseille a conscience des difficultés. Je crois que si on ne met pas un coup de collier, si on ne s'y met pas tous, on n'y arrivera pas. Et qu'on ne peut pas réouvrir les écoles si les conditions sanitaires ne sont pas réunies. Aujourd'hui, je vois que Anne Pfister me dit qu'il y a encore des isoloirs qui traînent dans les écoles. Bien évidemment, Anne, quand on regarde comment ont été organisées les élections, on peut se poser très clairement la question de comment est-ce qu'on va réorganiser, comment est-ce qu'on va organiser l'ouverture des écoles. Oui, il y a encore le matériel électoral dans les écoles, matériel électoral, pour que tout le monde comprenne bien, même si, évidemment, le virus a eu très certainement, mais encore une fois, comme je ne suis pas médecin, moi je prends beaucoup de gants, et puis comme les avis médicaux et les avis scientifiques évoluent, et c'est bien normal, je prends beaucoup de gants. Dans les écoles, il ne s'est pas rien passé. Dans les écoles, il y a 180 000 Marseillais malades, infectés par le coronavirus, qui sont restés des heures et des heures il y a quelques dimanches de ça. J'espère que le virus est mort, mais il y a eu le coronavirus dans toutes les écoles. Je ne veux pas alarmer en disant ça. Je crois bien évidemment que le coronavirus ne peut pas vivre autant de temps. Mais on a besoin de sortir le matériel électoral, de sortir les isoloirs, de sortir les bulletins qui doivent rester, de remettre les écoles bien évidemment en état. On a besoin de les désinfecter, de faire une grande désinfection. Et je disais au maire de Marseille d'ailleurs, y compris par rapport à la question économique. On sait que le savon de Marseille, et là pour le coup il y a beaucoup d'études scientifiques qui nous l'expliquent et qui nous le disent, c'est un des meilleurs savons qui existent, c'est un des meilleurs produits d'hygiène qui existent, c'est un tueur de coronavirus, le savon de Marseille, c'est un des meilleurs dans les gestes barrières. Il faut qu'on soit capable d'aller le vendre, il faut qu'on soit capable de le dire. Moi, si j'étais maire de Marseille, je demanderais à tout le monde de faire des publicités autour du savon de Marseille et je demanderais à toutes les collectivités de France d'acheter du savon de Marseille. Mais surtout, je fournirais évidemment toutes les écoles, tous les collèges, tous les lycées, toutes les entreprises. J'irai acheter du savon de Marseille à toutes les entreprises qui en fabriquent. Je favoriserai la production du savon de Marseille. Y compris quand on a vu la pénurie de gel hydroalcoolique. Je ne dis pas que ça remplace le gel hydroalcoolique. D'ailleurs, je vous rappelle que le gel hydroalcoolique complète la panoplie entière du geste barrière, parce que d'abord on se lave les mains et après on met du gel hydroalcoolique, ou on met du gel hydroalcoolique que quand on ne peut pas se laver les mains. Donc on sait que le savon de Marseille, c'est le meilleur bactéricide, c'est le meilleur virucide qui puisse exister. On en met de partout du savon de Marseille. Enfin, j'ai l'impression de dire des choses qui sont simples et basiques, mais des fois, ces questions-là sont très simples. Il faut fournir toutes les écoles avec du savon de Marseille. Oui, on met du gel hydroalcoolique de partout. Oui, on favorise des gestes barrières. Mais Elisa, moi, je vous l'ai dit, je n'accepterai la réouverture des écoles. Le maire de Marseille le sait. Je communiquerai autour de cette question assez rapidement qu'à partir du moment où on a un personnel formé, on a un personnel volontaire, on a un personnel testé, on a un personnel négatif, on a un personnel armé, on a un personnel rassuré,
à partir du moment où on a discuté avec l'éducation nationale, et aujourd'hui les syndicats enseignants ne savent absolument pas ce qu'on va leur présenter, on ne sait absolument pas où on va aller. On attend de l'État des directives. Bon, il n'y a pas grand-chose qui vient de l'État, hein. Je vous rappelle que l'État a été capable de faire 3 arrêtés, le mot me manque, a été capable de revenir 3 fois sur la question de l'hydroxychloroquine, c'est-à-dire de la chloroquine. Voilà, n'attendons pas grand-chose de l'État. L'État dit c'est le 11, on prend acte et puis on se met au travail. Voilà, donc c'est à mon avis comme ça qu'il faut le faire. Fabienne Bonnet, je travaille dans le tourisme et je suis très inquiète. Mais bien sûr, Fabienne, je suis absolument d'accord avec vous. Et c'est pour ça qu'il faut réfléchir à un certain nombre de propositions. Moi, j'ai proposé, par exemple, de décaler dans le temps la perception de la taxe de séjour. On a aussi proposé la possibilité pour les hôteliers d'ouvrir leurs hôtels pour les Marseillais qui en ont le plus besoin. Vous vous souvenez de cette proposition que j'ai pu faire en relation avec la région, avec l'État, avec la métropole, avec le département. Je parle pour les collectivités territoriales, je mets l'État de côté. Ces collectivités territoriales, c'est plus de 10 milliards d'euros de budget. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça fait, 10 milliards d'euros de budget. C'est considérable, c'est le budget d'un petit État. Ces collectivités territoriales, elles doivent venir aujourd'hui, parce que je vous disais tout à l'heure que la crise, elle va être sans précédent, tout de suite au chevet d'un certain nombre d'entreprises, d'un certain nombre d'industries, d'un certain nombre de commerces. Aujourd'hui, on sait que des Marseillais ne peuvent plus rester chez eux. Des Marseillais qui sont positifs, des Marseillais qui vivent dans des conditions absolument catastrophiques. On sait que des hôteliers sont prêts à mettre à disposition leur chambre d'hôtel. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de réquisitionner, que je n'ai pas besoin d'entendre ces mots. On se fait plaisir en disant qu'on va réquisitionner des chambres d'hôtel. Ça ne veut rien dire. On a des hôteliers, on a des professionnels du tourisme qui sont prêts, qui sont prêts à faire des gestes militants, bien évidemment, en disant j'ouvre mon hôtel aux plus fragiles, aux plus faibles, aux gens qui sont malades. J'ouvre mon hôtel à celles et ceux qui en ont besoin. À condition que nous, collectivités territoriales, on mette la main à la poche, à condition qu'on soit prêt à faire un effort collectif, qu'on soit prêt à louer ces chambres d'hôtel. Moi, je suis absolument favorable à ces premiers gestes-là. Et puis, Fabienne, on sait que les frontières vont être fermées. Et on sait qu'on va perdre, et que, parce que les Français, parce que les étrangers vont rester dans leur pays, nous, on va rester dans notre pays. On va perdre la clientèle internationale. Mais on sait que cet été, toutes les études nous le disent, 7 millions de Français avaient prévu de partir à l'étranger. C'est quand même les gens les moins précaires qui peuvent partir à l'étranger. Ces gens-là vont rester ici. Charge à nous de créer les conditions, et j'ai fait des propositions que je mettrai en ligne si vous voulez bien, parce que je ne vais pas les détailler, il y en a beaucoup aujourd'hui. Charge à nous de faire des propositions qui puissent permettre une forme d'attractivité, de faire une espèce de safe tourisme à Marseille, de permettre à des gens de venir à Marseille, des gens qui devaient aller à l'étranger, de venir à Marseille. Par exemple, une des premières mesures, c'est de lutter contre le Airbnb. On sait que des gens ne voudront peut-être pas aller dans un hôtel, mais vont vouloir aller faire du Airbnb. Le Airbnb, c'est une plaie pour moi. C'est une plaie parce que ça concurrence de manière déloyale l'industrie du tourisme, ça favorise et ça ne crée que très peu d'emplois, hein, bien évidemment. Il y a d'autres conséquences dont je vous avais déjà parlé. Hein. On fait partir des habitants, on vide des quartiers entiers. Et on fait du Airbnb, donc moi j'accepte. Mais alors absolument pas ça. Enfin, on a fait un certain nombre de propositions pour que ces 7 millions de Français qui n'iront pas à l'étranger puissent venir à Marseille, pas les 7 millions hein, bien évidemment, mais enfin qu'une partie conséquence puisse venir à Marseille et qu'on puisse relancer l'industrie du tourisme, en tout cas qu'on puisse amortir les effets de la crise, qu'on puisse éviter le plus possible la casse qui va être liée à cette crise. Anne Pfister me disait il y a des isoloirs qui traînent dans les écoles. La semaine de grand ménage annuel qui a lieu habituellement la première semaine de vacances de printemps a été annulée. Oui, Anne, mais là, il va falloir bien évidemment, et je pense que là, la mairie en a la conscience absolue, il va falloir absolument travailler autour de cette question. Atelier docu, mais que pensent les médecins de Marseille ? Les médecins de la ville de Marseille, pour l'instant, ils ne se sont pas prononcés sur la question du déconfinement. Hein. Les médecins de Marseille, ils nous disent des choses très simples. Ils nous disent respecter les gestes barrières, respecter la distanciation sociale, rester confinés. Les médecins de Marseille appliquent pour une immense majorité d'entre eux. J'ai appris d'ailleurs que ce matin, l'hôpital Saint-Joseph appliquait le protocole du professeur Raoult. Il applique, il ne l'applique pas. Les médecins marseillais essaient de soigner le mieux possible
les Marseillaises et les Marseillais, ils font preuve d'une inventivité absolument terrible. Ils sont avec tous les soignants, avec les aides-soignantes, avec les infirmiers, avec tous les personnels soignants. Ils sont au front, au quotidien, et ils nous font honneur. On savait qu'on avait une médecine de très grande qualité, on a des chercheurs de très grande qualité, vous le savez, à Marseille, on a une médecine qui s'est, au cours des décennies passées, au cours des siècles passés, qui s'est distinguée pour avoir fait des trouvailles absolument incroyables en matière de virologie, en matière de cardiologie, en matière de médecine infectieuse, en matière d'orthopédie. On a d'immenses médecins, on a des chercheurs sur le cerveau qui sont d'immenses médecins. Donc, les médecins marseillais n'ont pas à se prononcer sur En tout cas, nous, on n'a pas un conseil scientifique municipal à qui on demande de se prononcer sur la réouverture des écoles. On reste dans un État, et Marseille n'est pas une cité-État, n'est pas un État dans l'État qui légifère. Marseille va subir les conséquences de la décision de Jean-Michel Blanquer. Sophie Samama, la propreté de la ville, comme toujours, n'est pas à la hauteur. Avez-vous un levier d'action sur cette question à l'heure actuelle? Non, on a un problème. Alors moi, devant chez moi, ils sont passés pour la première fois il y a 3 jours. Ils sont passés pour la première fois il y a 3 jours, et donc ils n'étaient pas venus. Alors, pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne, c'est très compliqué d'organiser le nettoiement et la collecte. Pourquoi? Parce qu'on a aussi besoin de protéger nos salariés. Et après, je reparlerai des agents municipaux. Hein. Vous savez, les agents municipaux, c'est les gens dont les politiques et les Marseillais se sont moqués pendant des décennies. On s'est moqué des agents municipaux, on s'est moqué des syndicats, on s'est moqué de tout ça. On a vilipendé ces gens-là pendant des années et des années. On a fait le choix et ils ont fait le choix. C'est des propositions qui ont été faites d'ailleurs par les syndicats, dans leur grande majorité, de dire ce qui va d'abord compter, plus que le nettoiement, c'est la collecte. Vous imaginez si les poubelles, dans un état de crise sanitaire, s'étaient entassées. Donc on a mis le paquet autour de la collecte, en faisant des équipes différenciées. Pour éviter que les gens puissent être trop en contact, pour éviter que les éboueurs soient trop en contact, que les rippers soient trop en contact, on a divisé les équipes. Et ils se sont partagés le travail. Et on a surtout décidé de faire une collecte une fois sur 2, pour pouvoir diviser les équipes et lisser les équipes le plus possible. C'est-à-dire éviter de mettre en contact le plus possible les personnes. Parce que c'est des gens qui vont au travail, comme vous et moi, c'est des gens qui peuvent être en contact, c'est des gens qui peuvent se transmettre le virus. Donc, de la même manière que les gestes barrières doivent être organisés, on a essayé de mettre en place, et l'administration et notamment les salariés ont essayé de mettre en place des gestes barrières complètement efficaces. Vous l'aurez remarqué, on est pour la plupart d'entre nous confinés, pas les agents du service public, pas les agents de la collecte. Donc encore une fois, moi je leur tire mon chapeau. Mais eux-mêmes se sont posé la question de qu'est-ce qu'on fait. Et eux-mêmes sont en train de dire on veut reprendre le travail, parce qu'ils savent que quand le travail va reprendre, il y aura un tel retard accumulé qu'ils ont besoin de reprendre le travail. Donc ils sont volontaires, il faut bien que vous compreniez ça. Ils sont pour la plupart d'entre eux à l'aveugle. Vous savez qu'ils demandent à être testés et ils ne sont pas testés, pour beaucoup d'entre eux. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui prennent un risque. Nos éboueurs prennent le risque d'aller travailler sans savoir s'ils sont positifs, si leurs collègues sont positifs ou s'ils ne le sont pas. Ben, ça s'appelle un agent du service public. Et ben, moi, j'ai envie de leur tirer mon chapeau. On s'est moqué pendant longtemps des éboueurs. Ben, moi, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui auraient tenu la barre comme ça et qui auraient fait ce qu'ils sont en train de faire. Donc, chapeau à ces gens-là. Pour le nettoiement, donc je vous disais qu'ils sont passés il y a 3 jours devant chez moi. C'est la première fois qu'ils passent en un mois. C'est consécutif à ce que je vous disais et notamment à leur demande. Ça sent la lavande. Ce matin, j'ai un ami qui est éboueur et qui me dit j'ai pas la certitude que ce soit du désinfectant, je crois que c'est un parfum. Je lui dis écoute, fais-moi la photo. Je vais quand même envoyer ça à la présidente du conseil départemental. J'aimerais quand même pas qu'on nous ait pris pour des citrons ou des lavandes, ou des parfums citrons ou des parfums lavande. Soit c'est un désinfectant qui sent la lavande, soit c'est du parfum à la lavande. Si c'est du parfum à la lavande, là, il faut s'arrêter tout de suite. La question de la désinfection des rues, encore une fois, moi je suis très partagé, pas sur le fait qu'il faille le faire, il faut le faire. Sur le fait que ça marche ou que ça ne marche pas. On a des gens qui nous disent oui, ça marche, des gens qui nous disent que ça ne marche pas. Ça rassure les gens de désinfecter les rues. Eh bien, on désinfecte les rues. Il faut comprendre que quand on fait de la politique, quand on prend des décisions publiques,
on ne peut pas prendre des décisions qu'en fonction de méthodologies strictes. On n'est pas des chercheurs. Moi, je ne suis pas un chercheur au CNRS, je ne suis pas un chercheur à l'INSERM, j'attends pas des réponses scientifiques précises. Bien sûr que j'ai un doute sur l'efficacité de la désinfection des rues. Bien sûr que j'ai beaucoup de gens beaucoup plus intelligents que moi qui me disent mais tu comprends bien que ça ne sert à rien quand la machine est passée, quand le désinfectant est passé, il suffit que quelqu'un de contaminé vienne derrière. J'ai bien compris ça. Mais on est une nation, on est une ville, on est un corps social. On fait les choses ensemble et on a besoin d'être collectivement rassurés. Les gens ont besoin d'être collectivement rassurés. Les gens sont rassurés parce qu'on va désinfecter les rues. Mais c'est pareil pour les écoles. Des fois, on n'a pas la certitude que la désinfection des écoles fonctionne. Mais moi, je vous disais tout à l'heure que je voulais absolument que les écoles soient désinfectées. Je n'ai pas la certitude scientifique que la désinfection des écoles va servir à quelque chose. Mais je n'ai pas envie d'envoyer des petits dans une école qui n'est pas désinfectée. Donc oui, il faut absolument le faire. Peggy Delhomme. J'ai demandé à Madame Bernasconi lors de son direct Facebook si une dératisation des rues était prête. Je ne savais pas qu'elle faisait des directs, Peggy, Madame Bernasconi, elle est bien inspirée. Lors de son direct, si une dératisation des rues était prévue, je n'ai pas eu de réponse. Pourtant, ils sont là, même en pleine journée, c'est une horreur. As-tu une réponse? Bon, Peggy, moi j'avais parlé de rats gros comme des chats à Marseille. Et je me souviens quand j'étais petit, enfin quand j'ai commencé à m'intéresser à la chose publique, j'étais pas petit, j'étais plus jeune, j'avais commencé à regarder cette question, personne ne voulait s'intéresser à cette question, et j'avais découvert effaré qu'à Marseille, et donc c'est en 2008, il y avait 2 millions de rats. On me dit qu'aujourd'hui, il y en aurait 4 millions. Je ne sais pas si le chiffre est exact. Donc les rats sont 4 fois plus nombreux que nous. Je crois que dans une période de pandémie, et pour ne prendre aucun risque, la question de la dératisation se pose. De manière générale, on n'est pas content d'avoir des rats. Il y a plein de gens qui m'expliquent, oui mais c'est bien, ça fait un écosystème, les rats ça mange, les ordures, bon. Il n'y a personne qui est content d'avoir des rats. Les rats c'est porteur de maladies, et dans une période de pandémie, il faut organiser une dératisation. Tout à l'heure, je vous disais qu'on a besoin de reconcentrer et de concentrer autour d'un objectif toutes les forces de la puissance publique, toutes les forces municipales. Cet objectif, c'est la réouverture des écoles le 11. C'est le déconfinement. Je vous ai dit qu'il y avait plusieurs aspects, dont l'aspect sanitaire. La question de la dératisation, elle se pose. On ne pourra pas dératiser toute la ville, mais je sais, et on le sait, il y a des poches de présence de rats qui sont dans le centre-ville, beaucoup, il y a des rats partout, mais dans la périphérie, dans certains quartiers du nord, de l'est de Marseille, il y a quand même beaucoup moins de rats que sur la Canebière, que dans le premier, que dans le troisième, que dans le deuxième. Donc concentrons-nous sur les arrondissements du centre et organisons une dératisation. En tout cas, il faut organiser une campagne de dératisation. On n'arrivera pas à tuer tous les rats avec la baguette d'Harry Potter. Hein. On ne tuera pas 4 millions. On n'a jamais réussi à éradiquer les rats. Sauf que c'est le moment de travailler encore un peu plus, d'autant que si on décide de mettre le paquet autour des questions sanitaires, la question de la dératisation, tu as raison Peggy, c'est une question importante. Nadia Miji. Coucou Benoît Payan. Je ne mettrai pas mes enfants à l'école tant qu'un traitement et des mesures de sécurité absolue ne sont pas mises en place. Il y a toujours des décès, des contagieux de déconfinement est insensé. Peux-tu faire quelque chose pour que tous les retraités isolés qui vivent seuls puissent être contactés et avoir des petits colis alimentaires? On a parlé de ça. Merci Nadia pour cette question. Je souris parce que Émilie Quentin m'a posé une question, mais j'y répondrai après. Et ne criez pas quand j'apporterai la réponse à la question que m'a posée Émilie. Nadia, cette question, elle est très importante. J'ai déjà répondu à cette question, mais je vais le redire. Moi non plus, je n'accepte pas que les petits Marseillais aillent dans des écoles, qui sont pas dignes d'accueillir des enfants. On ne peut faire rentrer les petits Marseillais à l'école qu'à condition, et qu'à la condition sine qua non, que les consignes sanitaires, que les consignes de sécurité soient respectées. Je vous l'ai dit, je veux des agents de la ville de Marseille, non pas en sous-nombre, en surnombre. Il faut qu'ils soient, parce qu'on le sait, ça risque d'être des nids infectieux les écoles. Ça peut être des nids infectieux
si on ne fait pas le maximum, si les écoles ne sont pas désinfectées avant, mais désinfectées toute la journée. C'est pour ça qu'il faut doubler les agents. C'est pour ça qu'il faut mettre du savon de Marseille de partout, du gel hydroalcoolique de partout. C'est pour ça qu'il faut donner des masques à tout le monde. À Copenhague, par exemple, ce matin, on m'a envoyé, j'ai une amie à moi, je ne sais pas si elle regarde, qui m'a envoyé ce matin une photo des écoles à Copenhague. Alors, Copenhague, c'est une grande ville, hein, une capitale. Enfin, nous, on est aussi la deuxième ville de la 5e puissance du monde, donc j'aime bien le répéter. À Copenhague, ils ont mis à l'extérieur des écoles, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais je vous explique, je vous ai pas dit que ça venait de Copenhague. À l'extérieur des écoles, ils ont mis des lavabos. Ils ont pris des tuyaux d'arrosage, ils ont mis des lavabos et ils obligent tous les petits, tous les parents, les enseignants et les personnels à se laver les mains avec du savon à l'extérieur. Et donc personne n'entre dans les écoles sans s'être lavé les mains. Et donc ça veut dire que c'est déjà une mesure barrière à l'entrée de l'école. Et à l'intérieur des écoles, on continue. On met là aussi à l'entrée des classes, du gel hydroalcoolique. On répare quand ça ne marche pas. On met du savon de Marseille de partout. On met aussi des désinfectants au sol. On sait que ça existe. C'est extrêmement important. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est Laurent Lardite qui a mis cette vidéo sur Twitter. Si vous ne l'avez pas vu, allez sur le Twitter de Laurent Lardite. Il a tweeté une vidéo d'une ville scandinave, je crois d'ailleurs, d'une ville du nord de l'Europe, qui organise par exemple pour les supermarchés, qui crée des emplois, c'est des petits emplois, c'est des emplois précaires, mais c'est des emplois qui de toute façon vont être nécessaires, parce qu'ils nous permettent de penser à ce que sera une vie dans le déconfinement, parce qu'on ne va pas battre le coronavirus comme ça, parce qu'on est déconfiné. Hein. Il va falloir, et vous verrez qu'on va devoir être encore plus prudent dans ces supermarchés. Il y a des gens qui organisent bien évidemment la queue à l'entrée, c'est déjà fait ici, ils le font chez nous, mais ils donnent à chaque personne qui entre dans le supermarché, les gens entrent avec leur chariot. La barre du chariot est désinfectée par un salarié qui tend un autre salarié avec une pince d'1 mètre, un masque, et qui fournit un masque à chaque personne qui entre dans la grande surface. La personne met son masque. La personne avant a eu les mains désinfectées parce qu'une personne lui a tendu du gel hydroalcoolique. Donc voilà, on sait qu'on a ce genre de choses à faire, à penser et à organiser. Et moi je regrette un peu qu'à Marseille on ne soit pas à l'avenant. On est la ville la plus testée au monde. Bravo, je vous l'ai dit, c'est parce qu'on a des personnels soignants absolument extraordinaires. Mais pourquoi on n'a pas inventé? Pourquoi on n'est pas la ville? Et c'est ce que je vous proposais, et c'est ce que je proposais il y a 15 jours à la mairie. Première ville de test sérologique au monde, où en France, on est déjà la première ville testée en PCR. Faisons-le en test sérologie. Première ville en France où on a ça. Putain, pardon, excusez-moi, j'ai dit un gros mot. On a ça, nous. On a des gens, on a des mecs qui nous fabriquent ça. On nous en propose des dizaines de milliers. On les distribue partout, c'est un geste barrière. Ça vaut pas grand-chose et ça nous permet de nous protéger. On en donne à tout le monde. Et on écrit ce qu'on veut. On écrit j'aime Marseille, ville de Marseille, bravo, on se respecte. Enfin, on écrit allez l'OM, on écrit ce qu'on veut. Ou allez ce qu'on veut, quoi. C'est pas mon sujet. Faisons ce genre de choses. Donc vous avez vu que je digresse, mais voilà, c'est extrêmement important, pardon. Nadia, vous avez absolument raison autour de ces questions. Moi, je tiens à ce que ce soit fait de manière extrêmement importante. Pour les personnes âgées, oui, on a demandé au CCAS d'appeler. Le CCAS a un fichier de 8000 personnes qu'on a identifiées, qui sont des personnes âgées, isolées. Je vous disais, ma très grande crainte pour les personnes âgées et les personnes isolées, ma très grande crainte de la solitude. Je vous le disais, j'ai dans ma famille une personne âgée, ma grand-mère. J'imagine, enfin, moi j'aurais rompu bien évidemment le confinement si elle avait dû être seule. C'est pas possible. On peut pas les laisser seuls. On est obligé de les avoir sous la main. On est obligé de les appeler. Et elle a une famille. On prend soin, nous, les uns des autres. On a des boucles WhatsApp, on a des téléphones, on s'appelle. Il y a un élan de solidarité qui s'est passé. Mais il y a des trous dans la raquette. Des trous dans la raquette, ça veut dire qu'il y a des gens qui échappent à tout ça. Et donc, la ville de Marseille, elle a un fichier de 8000 personnes. Et pour le coup, c'est le CCAS qui se charge d'appeler
et d'essayer d'appeler le plus possible, le plus souvent possible. Une fois par jour, c'est difficile, c'est pas possible. On n'arrive pas à appeler 8000 personnes, mais le plus possible nos personnes âgées pour leur demander ce dont ils ont besoin. Et dans les 5000 repas qu'on a réussi à arracher à la Sodexo, les 5000 repas par jour, il y a bien évidemment des repas qui doivent et qui vont revenir aux personnes âgées. Le CCAS fait déjà des petits colis alimentaires, porte déjà au quotidien des petits colis alimentaires, répond aux questions, a donné un numéro, répond aux questions et garde ce lien. Et donc, encore une fois, là, on a des agents qui travaillent bien, qui le font bien, et il faut aller plus loin. Émilie Quentin me pose une question, qu'est-ce que tu bois? Je bois du Coca-Cola. Je bois du Coca-Cola parce que je suis fatigué, que ça me donne du peps et parce que ça me plaît beaucoup. Je sais, il paraît que c'est pas bien de boire du Coca-Cola, mais moi j'aime bien le Coca-Cola. Bon, il ne faut pas le répéter, il ne faut pas le dire, mais tu me poses la question, donc je ne vais pas te raconter que je bois un truc bio, en circuit court, je ne raconte pas d'histoire. J'ai tort, je vais essayer de changer mes habitudes ou pas. Mais voilà, quand je fais des lives avec vous, bon d'abord là il fait un peu chaud, c'est quelque chose d'assez fatigant parce que on essaie de se répondre et j'ai besoin d'avoir un peu de boost, un peu d'énergie. Donc voilà, Émilie, je ne sais pas si tu m'en veux trop, mais voilà, bon, je bois du coca. Alors ensuite, Froblucher, je ne sais pas comment ça se prononce, il faut m'excuser. Monsieur Payan, comment est-il possible qu'il n'y ait toujours pas d'informatique à la ville? Parce qu'on fait face... Il faut imaginer ce qui est en train de se passer, ce qui s'est passé. On a fait face, 4 jours avant le déconfinement, à une attaque informatique sans précédent. Je vous disais dans un dernier live que on a des attaques informatiques qui réussissent à entrer dans des serveurs, dans des entreprises, dans des États, dans des collectivités territoriales, et réussissent à abîmer les services informatiques, à abîmer les serveurs informatiques, les systèmes informatiques. Là, vous devez comprendre, l'impérialisme commence dans vos verres. Voilà, j'aurais peut-être pas dû dire que je buvais du Coca-Cola parce que là, je vais être accusé d'être un complice du grand capital et je vais être cloué au pilori. Tout ce que je fais et ce que je fais ne servira à rien. Je vais être jeté dans l'acide de la bien-pensance. Mais je sais que j'ai tort de le faire. Pas de dire la vérité. Hein. Donc, l'impérialisme américain m'a rattrapé. Donc, je vous disais, je trouve ça navrant. De faire ce genre de commentaires. Mais les commentaires sont libres. Je vous disais que on a affaire à une attaque informatique sans précédent. Et elle a détruit, en vérité, non pas 10%, 20%, 30% des serveurs. Elle est entrée... ce virus informatique, il a été envoyé par des hackers. Il est entré par deux petites portes. Il est entré par la ville de Martigues, de mémoire, et il est entré par le conseil territorial d'Istres. Ils sont entrés là, ils ont eu affaire à des pare-feux, donc le virus a affaire à des pare-feux, le virus essaie de se défendre, il entre, et le virus il se ferait un chemin. Pour vous donner une idée de ce que c'est un virus informatique, il faut que vous imaginiez que, en grossissant le trait pour que vous compreniez comment ça fonctionne, c'est comme de l'eau qui s'introduit dans quelque chose. L'eau, elle passe de partout où elle peut passer. Là où c'est étanche, là où c'est fermé, l'eau, elle se coagule, elle remonte, elle ressort, elle trouve des endroits poreux, elle se ferait un chemin. Un virus informatique, c'est la même chose. C'est exactement la même image que de l'eau qui se ferait un chemin et qui rentrerait par endroits, là où on peut entrer dans n'importe quel interstice. Ça ne s'arrête pas. Si on n'est pas dans quelque chose de 100% étanche, il suffit qu'il y ait un endroit qui ne soit pas étanche et le virus informatique entre. Et donc il est entré par 2 portes et il s'est frayé un chemin. Il s'est frayé un chemin bien évidemment jusqu'à la métropole. Il est entré dans le CT1, c'est-à-dire le CT1, c'est le Conseil de territoire Marseille-Provence Métropole. Vous savez qu'il y a 6 conseils de territoire, je ne vais pas revenir là-dessus, mais 6 conseils de territoire qui composent la métropole. Donc il est entré en fin des fins, en bout de course, le virus, dans le CT1, c'est-à-dire le conseil de territoire de Marseillais. Et donc, comme je vous disais, comme de l'eau qui s'infiltre de partout, toutes les collectivités entre elles ont des liens. Et donc, toutes les villes de la métropole ont des liens informatiques. On a des programmes en commun, on a des liens informatiques ténus des fois beaucoup plus distendus, mais il y a des liens.
on utilise des mêmes logiciels, on utilise des mêmes programmes dans les collectivités. En entrant dans le CT1, le virus a trouvé une faille et il est entré et il a fait un casse et il a massacré les systèmes informatiques de la ville de Marseille qui n'avaient pas les pare-feux adéquats à ce virus-là. Et là, le virus, il a fait un canter. Il a détruit 100% des serveurs. Il a détruit les serveurs de beaucoup de villes, mais beaucoup de villes étaient mieux préparées ou avaient des pare-feux, avaient une capacité à pouvoir se défendre à ce virus. La ville de Marseille a été une mise en réseau, comme dit Louis Alexandrini. Et je te remercie, je ne trouvais pas le mot. La ville de Marseille a été complètement... Le système informatique, il a été complètement anéanti. Pourquoi est-ce que ce n'est pas si simple? D'abord parce que, vous l'avez compris, dans une période de confinement, dans une période de crise, tout le monde a des difficultés pour trouver le personnel adéquat, pour trouver les entreprises qui vont venir nous aider. Donc les agents de la ville de Marseille ont fait ce qu'ils pouvaient. Vous imaginez la technicité, la difficulté et toute la complexité des choses. Alors bien évidemment, il va falloir changer un certain nombre de choses. On reparlera de tout ça quand on sera sorti de la crise. Je crois qu'on a des agents du service informatique qui ont fait un travail formidable. On a eu aussi certainement des négligences. On a eu une habitude de travail qui ne correspond plus à ce qu'on devrait faire. Vous le savez, la ville de Marseille, elle va avoir besoin d'une refonte globale, mais ce n'est pas le moment de parler de ce qui va se passer à l'avenir. Aujourd'hui, on part au plus pressé. On a des ingénieurs qui ont fait ce qu'ils pouvaient. On est encore dans une vraie difficulté. On est encore en pleine crise et on est encore à l'aveugle. On a encore des systèmes informatiques qui ne fonctionnent pas. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça va, pour l'instant, ça ne va pas encore. Voilà. Je trouve que les gens font ce qu'ils peuvent pour beaucoup, mais la ville devrait mobiliser beaucoup plus fort ses équipes pour remettre debout son système informatique. On ne peut pas attendre, on ne peut pas rester à l'aveugle. Un système informatique, et c'est ce qu'on a expliqué au maire, c'est pas un système informatique, c'est tes yeux, c'est ton cerveau, c'est ce qui te permet sans système informatique, il n'y a plus de ville. Et on s'en est aperçu. Il s'en est aperçu par un moyen très simple, le maire de Marseille, c'est que il n'y a plus de téléphone. Aujourd'hui, les téléphones, ils ne sont pas à cuivre. Ils sont dans le réseau informatique. Et il a compris à quel point un système informatique était quelque chose d'extrêmement important. Carlito Serpico. Ce serait une bonne idée de mettre en place du soutien scolaire dans tous les secteurs de la ville de Marseille pendant les vacances d'été afin de préparer au mieux les élèves pour la rentrée de septembre. Oui, et j'ai même... imaginez qu'on pourrait, je ne suis pas le seul, il y a notamment les Parisiens qui commencent à travailler autour de cette question. Je pense qu'on doit organiser une pré-rentrée à Marseille, et notamment pour les petits qui n'auront pas pu reprendre l'école et pour les petits qui, parce qu'ils ont manqué autant de cours, je vous disais qu'on a des enseignants formidables, on a des parents qui se démènent, mais alors de manière incroyable, qui font la classe tous les jours aux petits, des parents. Vous imaginez pour les parents qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire, ce que c'est que de faire la classe à son petit, de trouver, quand ton petit il a 6 ans, quand tu n'as pas de moyens informatiques, de trouver la possibilité par la débrouille, par les assauts, de réussir à faire que ton petit puisse suivre la classe. Enfin, il y a des gens qui se sont montrés, je discutais, j'ai des gens qui sont enseignants, notamment dans le 2-3, je vous le disais l'autre fois, dans le 3e, qui m'ont raconté mais à quel point elles étaient fières des maîtresses, qui me disaient, professeurs des écoles, parce qu'elle n'aime pas qu'on dise maîtresse, qui me disaient à quel point elle était fière des parents de ces gamins, quoi, en se disant, mais ces parents-là, c'est les gens les plus éloignés de nos réflexes, c'est les gens les plus éloignés de ce qu'on aurait pu avoir comme idée préconçue de parents suivant leurs gamins. Pas du tout, c'est des parents qui sont là dans la difficulté de faire suivre ces petits. Donc, mais il y a aussi des parents qui ont 4 petits, 3 petits, qui n'ont aucun moyen de leur faire suivre la classe. Et les petits, ils sont dans des zones grises. Ils sont dans des zones où tout nous a échappé, où on a perdu les gamins. Les enseignants nous disent on les a pas, on les suit pas, on n'arrive pas à les suivre.
Et là, on le sait, c'est déjà une année en l'air, c'est une année perdue. Et donc, on a besoin de réfléchir à ça. Oui, Carlito, il faut bien évidemment cet été du soutien scolaire. Il va falloir mobiliser pour les enseignants qui le veulent, mais pour les associations qui le veulent. Il va falloir prendre attache avec des associations de soutien scolaire, prendre attache avec des agents de la ville de Marseille pour que pendant tout l'été... Bon, je ne sais pas si vous êtes là, mais tout a sauté. Ce n'est pas les services informatiques de la ville de Marseille, c'est mon téléphone qui n'a pas fonctionné. Excusez-moi, j'allais manger un morceau, j'allais en profiter, mais je ne sais pas si vous êtes là. Oui. Bonjour Anthony. Coucou. Excusez-moi. Excusez-moi, donc encore une fois, mon téléphone s'est éteint. Je ne sais pas pourquoi et on a perdu la connexion. Donc je vais essayer de reprendre ce que je vous disais. Je vais vous laisser arriver. Je vais vous laisser revenir. Bonjour Feta. Coucou Alain. Donc vous êtes revenu. Je m'excuse, ça a sauté. Bonjour Stéphanie. Mais de toute façon, je vais aller un peu plus loin et ensuite on va arrêter là parce que ça fait 1 heure qu'on a commencé le live et c'est un peu long pour vous, c'est un peu long pour moi. Mais je vous tiendrai, mais vous le savez, je vous tiens informé le plus souvent possible. Mais n'hésitez pas, si vous avez des demandes de live particulières, si vous avez des demandes spécifiques autour de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Et j'en fais et on se questionne, on se pose des questions autour de tout ça. Et on y travaille tranquillement et on y travaille avec beaucoup d'intelligence. Je vous parlais de la cyberattaque, donc voilà, on va essayer de passer maintenant, on va essayer de passer à autre chose. Je vous parlais, Carlito me parlait du soutien scolaire, il l'a dit, il a raison. Oui, il faut faire du soutien scolaire, mais j'aimerais qu'on puisse faire une pré-rentrée dans les écoles afin qu'il puisse y avoir un rattrapage. On fait la pré-rentrée après le 15 août, ça nous fait une pré-rentrée d'une 20aine de jours, ça ne compensera pas bien évidemment le décrochage scolaire, ça ne compensera pas les pertes irrémédiables pour beaucoup en termes d'apprentissage. Et c'est pour beaucoup un drame, mais on va en tout cas essayer, non pas de compenser l'intégralité de ce qui est perdu en termes de savoir et d'apprentissage, mais on va essayer déjà de pallier les manques, on va essayer, et on devrait essayer, si la ville de Marseille reprend ma suggestion, si la ville de Marseille est d'accord avec ça, si on est d'accord avec l'éducation nationale, reprenons et faisons reprendre aux petits le chemin de l'école juste après le 15 août, faisons une pré-rentrée. On en a besoin, je crois que tout le monde en a besoin. Johanna Selvides, est-ce qu'il va y avoir un conseil municipal pour valider les ouvertures? Non, pas du tout. C'est l'État qui décide de réouvrir les écoles, c'est pas la ville de Marseille. La ville de Marseille, elle est propriétaire du foncier. On est propriétaire des écoles. On pourrait décider de les laisser fermer, mais alors là, il y a des gens qui vont reprendre le 11 mai, il y a des gens qui vont être déconfinés, qui vont reprendre le travail, il y a des gens qui veulent renvoyer leurs enfants à l'école. Il y a des professeurs qui vont reprendre le chemin des écoles. L'État a décidé de réouvrir les écoles. C'est une décision compliquée de laisser tout le monde à la porte. Le 11 mai, qu'est-ce qu'ils font les gens? On dit on n'ouvre pas les écoles. Non, je pense qu'en effet, il y a un risque majeur de réouverture des écoles dans des conditions sanitaires qui ne seraient pas prévues. Il y a un risque majeur de réouverture des écoles si la ville de Marseille ne prend pas conscience immédiatement de la nécessité de réouvrir des écoles dans des conditions sanitaires et structurelles adéquates. Et donc c'est pour ça qu'il faut le faire, mais personne ne prendra la décision de fermer ou pas les écoles dans la ville de Marseille. J'ai appris, j'en ai discuté avec elle et je l'ai regretté, même si je comprends qu'elle puisse le faire, que la présidente du département a dit « moi je ne réouvrirai pas les collèges ». Bien, on verra. On verra d'abord si le préfet ne l'oblige pas. Alors c'est peut-être ce qu'elle cherche d'ailleurs. Elle cherche peut-être à faire du buzz, elle cherche peut-être à dire « oh là là, on m'a contraint ». Et le préfet va réquisitionner les collèges. Le préfet va prendre des arrêtés de réquisition en disant vous obtempérez et on ouvre les collèges. Même si la question des collégiens est différente. Je comprends qu'on puisse se poser des questions. Je comprends que si on se met chacun dans la position du maire de Marseille, si on se dit je suis maire de Marseille, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ouvre, est-ce que j'ouvre pas? Bon, l'État me dit d'ouvrir, le conseil scientifique me dit d'ouvrir. Moi, je ne le fais qu'à la condition, et si et seulement si, j'ai réuni toutes les conditions. Et je me suis battu comme un diable, je me suis battu comme un lion pour que mes écoles soient dans un état irréprochable. Mon travail, c'est ça, si je suis maire de Marseille. Mais mon travail, moi, aujourd'hui, membre de cette commission, chef de l'opposition, c'est ça.
et c'est notre travail à tous. Donc voilà, Johanna, il n'y aura pas de conseil municipal autour de cette question-là. Virginie Roche. Benoît, qu'en sera-t-il de nos plages urbaines, les Catalans, le prophète? Aujourd'hui, les plages, elles sont fermées. Vous savez que l'Association des maires de France a demandé à ce qu'on puisse faire des arrêtés pour fermeture des plages. Aujourd'hui, on est dans un confinement, elles sont fermées. Il va y avoir un certain nombre d'arrêtés, il va y avoir dans les décrets de déconfinement un certain nombre de choses qui vont être intégrées. Je ne sais pas ce qui va être prévu pour les plages. Je ne sais pas si le 11 mai on a envie d'aller à la plage, je ne sais pas quel temps il fera. S'il fait le temps d'aujourd'hui, le 11 mai, on n'ira pas à la plage. Par contre, vous savez que pour beaucoup d'entre vous, vous savez que je suis de très près, pour des raisons diverses et variées, la situation en Italie. Il y a un débat en Italie sur la question des plages, sur la question... En Italie, ça s'appelle une létine, je ne sais pas comment on dit en français, un lit, le transat. Ça s'appelle une létine, les létines, et en Italie, il y en a partout. En français, c'est sur les plages privées, mais en Italie, il y en a vraiment de partout. Et les gens tirent les leurs, et donc sont agglutinés. Vous devez avoir en mémoire ces images de plages italiennes bondées. Il y a eu d'ailleurs des artistes qui ont fait des photos absolument formidables, magnifiques. Il y a des plasticiens qui ont fait un travail absolument formidable autour des coloristes qui ont fait des travaux absolument formidables. Mais en Italie, au moment où on parle, il y a un débat sur la distance de sécurité. Ils n'aiment pas être à distance, ils aiment être serrés. Bon, on ne va pas juger les Italiens, je comprends qu'ils aient envie d'être les uns contre les autres. Donc le vrai débat, c'est 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Ils sont déjà parce qu'ils sont très résilients. Ils sont déjà dans l'esprit de dire on va pouvoir aller en vacances, on va pouvoir aller dans les plages. Oui, on va pouvoir aller dans les plages à condition, encore une fois, que les conditions sanitaires soient respectées. On n'ira pas dans les plages si on est les uns sur les autres. Et au passage, on verra au moment où on devra se poser ces questions avec des scientifiques à quel point il risque d'y avoir un danger. Je ne vais pas entrer dans le détail parce qu'il est scientifiquement compliqué et il est à la fois sordide et je n'ai pas envie d'en parler à 19h09 aujourd'hui. Mais vous le savez, on a des problèmes de pollution des eaux à la ville de Marseille, notamment du fait du déversement par le grand émissaire des eaux usées des Marseillais tout le long du littoral. Et vous l'avez remarqué, comme on n'est pas capable, comme la ville de Marseille n'est pas capable de mettre en place un filtrage adéquat des eaux usées. Des eaux usées, je ne vous fais pas un dessin, c'est pas que les eaux bon bref. Donc évidemment, on se retrouve avec des eaux de baignade polluées, interdites à la baignade. Il se trouve que le virus vit évidemment dans les eaux usées. Et il se trouve que le virus se promène dans les matières qui sont collectées par les eaux usées. Et donc, comme je ne connais pas l'état de la charge virale et que je ne sais pas si l'immunité de groupe, je ne le crois pas. Je ne le crois pas d'ailleurs. J'ai des gens qui me regardent en live, vous le savez qu'on a de vrais champions. Il y a des gens qui me regardent en live et qui me téléphonent en même temps. Donc, c'est peut-être des ingénieurs de la ville de Marseille. Non, il ne faut pas dire ça. Donc voilà. Donc la question fait que on va reprendre la baignade, mais on va faire attention. Enfin, on va reprendre la baignade. On verra si on peut réorganiser ça. Moi, je suis favorable à ce qu'on puisse réouvrir les plages. Je vous le dis clairement, à la condition que ça puisse être safe, à la condition que ça puisse être, pardon pour cet anglicisme, à la condition que les conditions sanitaires puissent être respectées. Je ne suis pas fermé à ça. Vous trouvez des solutions. Il n'y a pas de raison qu'on ne trouve pas de solution. Vous vous rappelez que le maire de Marseille avait interdit les marchés, enfin l'État, pardon, pas le maire de Marseille, le ministre de l'Intérieur a pris des arrêtés, le gouvernement a pris des arrêtés pour qu'on interdise les marchés. On a réouvert à Marseille des marchés pour que justement nos producteurs locaux puissent venir vendre. Vous imaginez le drame qui est en train de se passer depuis un mois. On a des producteurs locaux qui venaient 2 ou 3 fois par semaine vendre leurs fruits, leurs légumes, la viande, le poisson, se retrouver dans l'impossibilité de vendre leur propre production. C'est un drame qui s'est préparé. Aujourd'hui, on a réouvert une quinzaine de lieux à Marseille. On a bien fait de le faire. Je vous parlerai d'ailleurs, et Jean-Marc Coppola a interpellé à la fois le préfet, à la fois le maire de Marseille,
Sur la question du marché aux puces, sur la question de la fermeture du marché aux puces, on comprend que pour des raisons sanitaires, et on n'en discute pas, et Jean-Marc Coppola n'en discute pas, pour la question du marché aux puces se pose, la question sanitaire se pose, sauf que c'est un drame absolu. Je vous disais que moi, mon marchand de légumes, il me vend des courgettes à 4,90 €. Moi, je peux payer les courgettes à 4,90 € le kilo. Au marché aux puces, elles sont à 0,90 €. Je ne sais pas si vous voyez le delta et si vous voyez la différence. Et donc, quand on ferme le marché aux puces, quand on ferme de manière aussi abrupte et de manière aussi irresponsable, en disant « Oh là là, c'est parce que je suis responsable de la santé des gens, le marché aux puces », et qu'on ne se pose pas la question de ce qui va le remplacer, on crée une condition de tension pour des milliers de Marseillais qui ne peuvent plus s'approvisionner. Et donc, quand on fait de la politique, chaque conséquence a une conséquence en chaîne qui arrive. Et on a besoin d'anticiper ça. Et c'est ce que dit Jean-Marc Coppola. Et donc, le maire de Marseille a fait le choix de réouvrir et d'ouvrir un marché à Bougainville afin de pouvoir le compenser. On a quelques questions sur la question du poisson, sur la question de la viande, mais on sait qu'on a nos producteurs locaux, c'est pas forcément sur celui de Bougainville, mais il y en aura, bien évidemment, qui vont pouvoir réinvestir tout ça. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que quand on veut réouvrir un lieu public, on peut le faire avec des distances de sécurité, avec des mesures d'hygiène, avec le respect des gestes barrières. Pareil pour la plage. Pour les structures culturelles, Christian Lecumson me pose la question pour les structures culturelles, les collectivités clientes doivent maintenir les subventions et commandes actées, y compris si la prestation n'est pas effectuée. Christian, je vous disais, excusez-moi, Christian, je vous disais tout à l'heure que j'ai fait ce matin un certain nombre de propositions en matière économique. Moi, j'ai bien évidemment inclus toute la question culturelle, la question du drame que vivent nos structures culturelles, que ce soit les structures de production, de diffusion, des programmations qui sont aujourd'hui annulées, une situation de tension dans un monde déjà particulièrement précarisé, des structures qui vont souffrir d'une saison touristique et culturelle qui va être lourdement impactée par la question du Covid. Et on le sait, une activité économique qui va, pour cette saison culturelle, qui va s'effondrer. Et donc, avec évidemment la question de l'industrie du tourisme, mais pas que, il y a la question de la saison culturelle qui va passer à côté. Et donc, dans les propositions qu'on a fait, j'ai fait, bien évidemment, la proposition de maintenir les subventions et d'abord et surtout, bien évidemment, pour les manifestations qui n'auront pas lieu. Il faut tout faire pour sauver le tissu culturel. Il faut tout faire pour maintenir ce tissu culturel à flot. Ça va nécessiter, bien évidemment, et vous le comprenez, d'augmenter le budget de la ville de Marseille. On ne pourra pas, à budget constant, continuer, on ne pourra pas subventionner et on ne pourra pas venir en aide à un tissu économique qui est en train de vaciller, qui ne s'effondre pas encore, mais qui est en train de vaciller, si on n'est pas capable nous-mêmes d'augmenter nos budgets. Il y avait Roland Blum, l'adjoint aux finances ce matin dans la réunion, qui nous disait que très certainement, et vous savez que la loi nous oblige à voter le budget avant le 31 juillet, très certainement le conseil municipal va se réunir après le 11 mai, on verra dans quelles conditions, est-ce que c'est par visioconférence, est-ce que c'est dans l'hémicycle. On va se réunir, on va voter un budget, et puis on va voter un budget supplémentaire, une décision modificative. Et donc on va faire ce qu'on ne fait jamais, on va voter dans la même séance le budget de la ville de Marseille. Aujourd'hui, le budget de la ville de Marseille, en termes d'investissement, c'est 200 millions d'euros. On va voter une décision modificative. Roland Blum nous annonce 15% d'augmentation, c'est-à-dire on passerait à 215 millions d'euros, 220 millions d'euros, j'en sais rien, en budget d'investissement. C'est beaucoup, c'est énorme financièrement. Il faut imaginer qu'une augmentation de budget de 10 points, c'est gigantesque, mais je crains que ça ne suffise pas. Je crains que les 20 millions supplémentaires d'investissement ne suffisent pas au regard de la violence de la crise. Je pense qu'on va devoir modifier nos perceptions, modifier nos manières de penser. C'est ce que je disais ce matin. On ne pourra plus vivre dans des budgets contraints comme on l'a fait. On ne pourra plus vivre, on ne pourra plus faire vivre nos collectivités. On ne pourra plus vivre dans des carcans de rigueur budgétaire qui sont en réalité des mesures, je ne veux pas déborder, mais des mesures d'un néolibéralisme effréné qui nous met aujourd'hui dans une situation de calamité sociale et on va avoir besoin d'ouvrir tout ça.
je vous ai parlé tout à l'heure de ça. Je vais revenir là-dessus, je vais encore une fois vous les montrer. Moi, je suis pour le respect absolu des textes, des lois, des règlements. C'est ce qui nous permet de pouvoir vivre ensemble. Et il est hors de question pour moi qu'on puisse en affranchir. Je crois néanmoins que dans les conditions dans lesquelles on se trouve, on a besoin de transcender un certain nombre de choses. Et que je ne peux pas, moi, accepter qu'on me dise vous ne pouvez pas les commander parce qu'il faut passer par des procédures. Parce que combien de milliers de gens je mets en danger en ne commandant pas ces masques parce que je vais respecter des procédures. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Donc, c'est pas moi qui vais prendre la décision, c'est le maire de Marseille. Moi, je sais que je prends un risque en disant ça. Enfin, je prends un risque, il est minime. C'est un risque moral et politique. C'est pas un risque juridique. Et donc, certains diront qu'il est facile à prendre. Je ne sais pas s'il est facile à prendre, mais je sais que j'aurais pris la décision de les commander. Parce que rien d'autre ne compte que la santé de nos collaborateurs, que la santé des Marseillaises et des Marseillais. Et je crois qu'on a la force de se défendre. Là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de triche, il n'y a pas de vol. Voilà, il y a une entreprise qui fait ça, on le fait. On ne va pas commencer les mises en concurrence. Il y a des procédures d'urgence qui existent dans le Code des collectivités territoriales. Il faut bien évidemment les appliquer. Mais je ne peux pas entendre qu'un fonctionnaire, qu'il soit un fonctionnaire d'État, qu'il soit un haut fonctionnaire ou qu'il soit un fonctionnaire municipal, nous dise « Ah non, désolé, vous commanderez les masques dans un mois et on verra bien. » Ou qu'on nous dise « Ah non, désolé, on ne va pas pouvoir aider cette association, Christian, parce que le budget est épuisé. » Voilà, ça aujourd'hui, ça n'est plus possible. On reviendra dans des temps, bien évidemment. Je crois qu'on aura besoin d'apprendre et qu'il va falloir énormément apprendre. Ce n'est pas le moment encore de penser le monde d'après. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se plaisent à penser le monde d'après, notamment sur les réseaux sociaux. Soyons dans le moment présent, soyons dans le moment actuel, parce que les gens ont besoin de nous, parce que cette crise qui va nous frapper, qui nous frappe très durement. Moi, je pense aussi aux gens qui ont perdu des gens. Et on en connaît tous, et ça a frappé sans distinction. Ça a d'abord frappé les plus faibles, mais ça a frappé tout le monde. Et puis on doit penser à nos soignants. On aura le temps de faire de la philosophie sur le monde d'après. Il viendra bien évidemment le monde d'après, mais on a le monde d'aujourd'hui. Mais on va devoir apprendre de nos erreurs, on va devoir apprendre de nos carences, de nos renoncements, de ces manières de faire qui ont conduit et qui conduisent aujourd'hui des millions de personnes dans des situations extrêmement compliquées. Donc oui, Christian, je suis absolument d'accord. Aïcha Gedjali, Aïcha la gentille. Aïcha la gentille, c'est son surnom. Ça fait partie des personnes, Aïcha... Bon, ça fait partie des personnes qu'on est content. Enfin, le fait qu'il y ait des personnes comme Aïcha qui existent, ça rassure sur l'humanité, en fait. Bon, voilà, je sais pas comment la décrire comme ça, mais enfin, ça veut dire qu'on est humain et quand des fois tu te lèves le matin, tu vas lire une publication d'Aïcha et ça va mieux parce que tu te dis bon, ben voilà, on se bat. Il y a des gens qui se battent pour quelque chose, qui se battent pour les autres et qui dans chaque chose, dans chaque action, cherchent ce qu'il y a de positif. Dénoncent bien évidemment ce qu'il y a les injustices, mais vont chercher ce qu'il y a de positif et retiennent que le bon. Et c'est des gens qui font du bien. Bon, bref, allez, passons. Qu'en est-il des confinés dehors? Va-t-on enfin visibiliser ces populations? Ben voilà. Va-t-on enfin visibiliser ces populations laissées pour compte? Ben ouais, les confinés dehors, c'est ça. C'est un terme exact. Eh ben, je sais pas si je vous ai parlé de ça. À Marseille, il y a 23 toilettes publiques. Vous avez entendu? 23 toilettes publiques. C'est la société Deco qui a la délégation de services publics. 23 toilettes publiques. Le territoire, c'est 2,5 fois Paris. Paris, c'est 187 toilettes publiques. 23 toilettes publiques à Marseille, toutes fermées. Mais vous imaginez, pour aller pisser, excusez-moi, vous imaginez ce que ça veut dire? Vous imaginez, mais pour les personnes qui sont à l'extérieur, pour les SDF, pour les personnes en immense précarité, ce que ça veut dire 23 toilettes publiques? Mais vous savez quoi? 23 toilettes publiques fermées. Fermées. Il a fallu que ce soit le préfet qui réquisitionne les 23 toilettes, pas les 23 toilettes publiques. Le préfet ne peut réquisitionner à son maximum d'arrêtés de réquisition possible que 11 toilettes publiques. Et au moment où je vous parle, il y a 12 toilettes publiques fermées. Donc on a dit au maire de Marseille, mais c'est pas possible. Déjà 23 toilettes publiques. Vous vous souvenez qu'on avait ce débat-là? Les gens
quand on avait le débat sur les toilettes publiques, bon, il y a des gens qui avaient conscience de la nécessité d'avoir des toilettes publiques, mais il n'y a pas d'endroit. Enfin, vous avez visité des villes, alors en France ou ailleurs, on est content, on est content de trouver des toilettes publiques. Il n'y a pas que des gens qui habitent Marseille qui ont accès à leurs toilettes ou qui ont accès ou qui peuvent entrer dans un commerce, dans un café, commander pour pouvoir aller dans des toilettes publiques. Donc, mais il y a surtout des gens qui sont en précarité absolue, qui ont besoin de ça. Donc, ils sont dehors, pas de toilettes publiques. 17 points d'eau ouverts. Voilà. Pareil, sur réquisition. 17 points d'eau ouverts. Donc ça veut dire à Marseille, il y a 17 robinets ouverts. Mais on se moque du monde. On se moque du monde. 2 gymnases ouverts, Aïcha. Et tu le sais, je le sais regretter. 2 gymnases ouverts. C'est bon. Donc, on a réussi à se battre pour l'ouverture de ces gymnases. Moi, je propose qu'on en ouvre d'autres. J'ai demandé à ce qu'on ouvre un gymnase par arrondissement. Alors, peut-être que dans le 7e, il y a moins de SDF. Dans le 8e, il y a moins de SDF. Il y a moins de gens qui ont besoin. Et peut-être que dans le 6-8, on ouvre un gymnase. Mais dans le 2-3, c'est pas un, c'est 3 gymnases qu'il faut ouvrir. Dans le 15-16, c'est pareil. Dans le 13-14, c'est pareil. Dans le 1er, c'est pareil. Ça ne veut pas dire qu'ailleurs, il n'y a pas de sujet. Mais donc, voilà, on voit bien que ce n'est pas sérieux. Oui, ce sont de grands invisibles, ce sont de grands absents des politiques publiques. Mais comme de manière globale et de manière générale, mais on ne va pas avoir le débat politique et philosophique aujourd'hui autour de cette question-là, toutes celles et tous ceux qui ne votent pas, qui votent mal, sont les grands oubliés des politiques publiques. À la rue d'Aubagne, quand on a vécu ce drame, les gens disaient... la mairie disait en tout cas, c'est la pluie, c'est le hasard qui a tué ces gens. Je ne crois pas que ce soit ça. Il y a des gens qui meurent, qui sont morts et qui souffrent de l'abandon, du cynisme, de ces regards qui se détournent, d'être invisibilisés. Tu as raison, Aïcha. Pour des raisons qui sont en vérité les raisons les plus inavouables qui soient. Pour des raisons qui sont encore pires que des raisons de je rejette l'autre parce que je ne le connais pas, parce qu'il n'est pas comme moi. C'est même pas ça. C'est pas un racisme ordinaire. C'est pas un mépris ordinaire. C'est autre chose. C'est sournois, c'est insidieux, c'est plus pensé. C'est parce que ces gens-là ne rapportent rien, en fait. C'est parce qu'ils n'intéressent pas, parce qu'ils ne votent pas, parce qu'ils n'existent pas. Et donc, ces invisibles, on a besoin, bien évidemment, de venir à leur secours en tout premier. Et pour le coup, la ville... dans cette période, parce qu'on l'a poussé, parce qu'il y a des gens comme Aïcha, parce qu'il y a des associatifs, parce qu'il y a des bénévoles qui se sont battus. Et là, pour le coup, la ville, elle a mis énormément de temps, mais elle arrive petit à petit à travailler et elle arrive un petit peu à avancer. Après, pas encore pour les SDF, pas assez, Aïcha, tu as raison. Ils sont plus que laissés pour compte. Il est 19h25, je vais aller très très vite. Thibaut Rosic, bonjour Benoît, quel est ton avis sur la tenue ou non du second tour des élections municipales le 21 juin ? J'ai pas d'avis. J'ai un avis, mais les élections, c'est pour l'instant, c'est important, les élections, vous le savez. Moi, je tiens à ce que la démocratie s'exerce, mais on a le temps d'en parler. Pour l'instant, moi, je veux être dans l'action. Je veux me préoccuper des gens les plus fragiles. Je veux qu'on s'occupe des gens qui ont besoin d'avoir des masques, des gens qui ont besoin d'avoir des écoles désinfectées, des gens qui ne savent pas s'ils vont avoir un travail. La question des élections le 21 juin, elle viendra un peu plus tard, on y répondra. La politique reprendra ses droits, mais c'est pour plus tard. Antoine Cortès. Et après, une question de Priscilla. Et après, on s'arrête. Salut, au niveau local, les collectivités commencent à réfléchir à la mise en place d'une stratégie de soutien aux nombreux acteurs culturels qui ont dû annuler, reporter des manifestations, comme par exemple l'achat par la collectivité de billets tickets pour les événements reportés. Oui, justement, en tout cas, alors non, ils n'y réfléchissent pas, mais c'est des propositions que j'ai faites. Je les mettrai, j'ai pas pu vous faire le détail de ces propositions, je mettrai ces propositions au fur et à mesure dans les questions-réponses, si vous voulez, dans le fil. Mais on a fait cette proposition-là de soutien justement pour ces acteurs culturels. Priscilla, coucou Benoît, as-tu une idée de la reprise du traitement des permis par l'urbanisme suite à la crise Covid plus cyberattaque à Marseille ?
on n'aurait pas dû fermer l'urbanisme. D'abord parce que il y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup de gens qui veulent, pas des particuliers, hein, mais qui ont besoin de profiter de cet intervalle pour faire des travaux. Nous-mêmes, on aurait dû profiter pour faire des travaux. Il y a des entreprises du BTP qui peuvent travailler dans des conditions de sécurité. On aurait dû les faire travailler. Au moment où je vous parle, le service de l'urbanisme à Marseille, et vous aurez noté que c'est un service en souffrance, en immense souffrance, que c'est un service sous-doté, que c'est un service qui est un service dans la ville où on a la proportion de gens qui vivent dans des logements insalubres, la proportion la plus importante du pays. Donc vous imaginez ce que ça veut dire travailler à l'urbanisme à Marseille. On a un service qui est en souffrance, on a un service qui n'arrive pas à traiter les dossiers classiques. Donc vous imaginez les dossiers compliqués. On a un service qui a du mal à recruter. Maintenant, on a un service fermé. Eh bien, les agents de l'urbanisme, qu'est-ce qu'ils nous disent aujourd'hui? Ils nous disent, mais on veut reprendre le travail. Parce que quand on va revenir, on va retrouver une somme considérable de travail avec un retard accumulé absolument terrible. Donc on a besoin de réouvrir le service informatique. C'est une des demandes que j'ai faites au maire de Marseille. Je considère qu'on a besoin de traiter. On peut faire du télétravail, hein, on n'a pas besoin d'être au contact de qui que ce soit. Il nous faut des dossiers, il nous faut arriver à les traiter. Alors, ce n'est pas tous les dossiers qui peuvent être traités, vous l'avez dit et tu l'as dit. On a une cyberattaque qui a été extrêmement violente, donc pas tout ne peut être traité, mais il y a des dossiers qui peuvent être traités, il y a des documents qui peuvent être réunis, il y a des documents auxquels le service de l'urbanisme peut avoir accès, pas tous, bien évidemment. Il y a des documents qui sont pour l'instant illisibles, puisque tous les serveurs n'ont pas été remis en route. Bon, voilà pour ce soir, il est 19h30, on a fait 1h30 de live. Je voulais vous dire et je voudrais vous dire merci. Merci à vous, merci à tous. Vous avez été plusieurs centaines à me suivre en direct. Merci pour les questions, pour votre mobilisation, pour vos propositions. Vous avez plein de propositions pour beaucoup d'entre vous. Je suis en contact au quotidien. Vous m'envoyez des messengers, vous m'envoyez des textos. On continue de se parler par message. Merci Sophie. Donc on continue de s'engager. Voilà, s'engager pour vous, c'est un honneur. S'engager dans cette ville à ce moment précis. Personne ne pouvait imaginer que ça allait nous arriver. On est sidéré, mais on a eu besoin et on a besoin de réagir. Donc on ne lâche pas la barre. C'est maintenant qu'il faut affronter la difficulté. Beaucoup de gens le font, beaucoup de gens se révèlent dans cette situation. Il y a des déceptions, mais il y a surtout de très belles découvertes. De gens qui sont formidables, de gens qui ont plein d'idées, de gens qui font plaisir à voir. Je vous parlais tout à l'heure de nos agents, je vous parlais des éboueurs, voilà, je vous parlais de gens dont on ne parle jamais, de nos soignants. Je vous parlais de syndicalistes, de tous les syndicats confondus, qui sont là au quotidien, qui font le travail de la mairie, qui appellent les agents pour savoir comment ça va, ce qu'ils font. Des agents qui, pareil, appellent la population pour essayer d'être en lien. Donc voilà. Et pour beaucoup d'entre eux abandonnés d'ailleurs. Mais voilà. Avoir un service public de qualité, c'est servir les gens. Vous le savez, le service public, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Donc je souhaite que dans ces moments difficiles, dans ces moments de trouble, dans cet interstice de l'histoire, on soit tous au rendez-vous. Et que ma ville, et que cette ville qu'on aime, cette ville que j'aime, elle soit au rendez-vous de l'histoire. Et elle n'a pas le droit de le rater. Premier rendez-vous, entre autres, c'est le 11 mai. C'est pour les petits, c'est pour les écoles. Je vous tiens au courant, je vous tiendrai au courant au quotidien de ce qu'on fait. Je vais vous mettre en ligne mes propositions. Merci. À bientôt et on se tient au courant. À bientôt.